ce soir. Donc c'est un sujet que j'ai quand même volontairement restreint parce qu'on pourrait passer plus de temps. Mais déjà, je pense que ce que je montrais défriché, ça me paraît bien. Et j'avais un besoin aussi d'un retour. Donc de commencer ça, et c'est un sujet à approfondir. Je ne l'ai pas mis dans mon livre Oncologie intégrative, je l'ai juste suggéré sur quelques points, parce que c'est un sujet qui est quand même touchy, comme on dit, qui est délicat. Mais je compte sur vous pour me dire vers où vous voulez que ça aille plus loin, pour que on résolve et qu'on rende service à tout le monde. Parce que c'est un sujet, évidemment, qui concerne tout le monde, les patients en premier, bien sûr. Parce que quand on voit, là c'est le congrès de ce qu'on appelle les soins de support, le congrès mondial des soins de support, qui est juste après le congrès de l'ASCO, qui se passe à Chicago, qui s'est déroulé là jusqu'au 4 ou 6 juin, je ne sais plus. Juste après, fin juin, il y aura ce congrès, le congrès des soins de support. Et là, dans ce congrès, c'est intéressant parce qu'on voyait, c'était une étude française, on voyait qu'il y avait un recours pour beaucoup de patients aux médecines, aux approches autres, on pourrait dire les interventions non médicamenteuses, des approches complémentaires. Voilà, ce qui est intéressant aussi dans l'étude, c'est que 0 fois, c'était l'oncologue qui indiquait et prescrivait ce genre de thérapeutique. Dans l'étude, c'est 0. Bon, s'ils étaient venus sur Aix, il y aurait eu des billets. Mais 0 fois. Et donc, en fait, l'oncologue n'était jamais au courant, finalement, ou en tout cas jamais, et la plupart du temps, pas du tout d'accord, parfois neutre. Mais en tout cas, il y a ce problème de laisser le patient seul, finalement, face à ça. Et on peut l'espérer accompagné par des thérapeutes. Un homéopathe, forcément, il est formé. Et on peut espérer que, bien sûr, en phytothérapie, mais là, on sait bien que les formations vont être plus ou moins fortes, puissantes. Il va y avoir beaucoup de variations dans le niveau de qualité de formation d'un phytothérapeute. Chez les naturopathes aussi, même si c'est évidemment une profession qui gagne en qualité de plus en plus. Donc, ce niveau-là, il est de plus en plus en train de monter aussi. Bon, mais ceci étant, les médecins sont absents, les médecins, et notamment les médecins spécialistes et les cancérologues. Pourtant, ça c'est l'étude française, Montpellier, une étude par des oncologues, une équipe de cancérologues. Ou qu'est-ce qu'on fait? Des femmes ont un cancer du sein, elles ont une chimiothérapie avant d'être opérées, parce qu'elles ont une lésion localement avancée. On regarde le statut en vitamine D. Si elles ont un taux de vitamine D qui est bas, elles ont un taux de réponse complète qui se réduit de 40% si elles n'ont pas un taux. C'est un taux effondré, 20 nanogrammes. Si elles ont un taux effondré, elles ont 40% de chances en moins de bonne réponse. Et ça veut dire qu'on passe de là à là. Les verts ici passent au rouge. Ça, c'est les taux de survie à 5 ans. Donc ici, vous voyez, on est à 50% de survivants chez les triples négatives. Et si elles ont une réponse complète, on monte ici, On est à plus de 90%. C'est un changement majeur. Juste parce qu'on a rajouté du sel et du poivre. On a rajouté du sel et du poivre. À de la chimio et de l'immunothérapie. Peut-être à l'époque, il n'y a pas d'immunothérapie. Donc ça, c'est des études qui montrent que ça peut être extrêmement puissant d'ajouter des compléments qui sont souvent dit, un patient me rapportait le propos d'un anesthésiste, du pupi de coccinelle, pupi de chat, coccinelle encore plus petit. Donc, impact qui peut être majeur. Deuxième impact, on pourrait se dire, il y a l'efficacité déjà, et même, on voit congrès d'ASCO, donc c'est médical, c'est le premier congrès mondial de cancérologie. 20 000 congressistes à Chicago tous les ans. Et on parle de la vitamine D, et simple fait de donner de la vitamine D, d'avoir un taux qui n'est pas pourri, mais là c'est vraiment pourri, déjà 20 c'est pas beaucoup. Mais si le taux est au-dessus de la carence majeure, on a 2 fois moins de neuropathie au Taxol, quand on sait que c'est pénible. Donc c'est vrai pour l'efficacité, c'est vrai pour la tolérance, pour des substances qui peuvent paraître anodines et accessoires. Et ça, j'insiste parce que ça veut dire quoi? Que les patients, par des moyens simples, peuvent participer à la thérapeutique. Et je le répète tout le temps
je recontextualise, parce qu'on va parler des interactions. Mais ça ne va pas si on n'en parle que du côté médical. Il y a encore ici un rapport sur le... je crois que c'est en ce moment qu'il y a eu un rapport après l'ASCO sur les soins de support. Et donc on nous met dans les tableaux, encore et encore, ils nous mettent à chaque fois le L-carnitine, il ne faut pas. C'est non recommandé. C'est pas recommandé, c'est qu'il vaut mieux éviter. La L-carnitine, c'est juste une des substances, c'est la protéine, c'est la brouette qui transporte les graisses dans la mitochondrie. Alors, dangereux, ça ne peut pas l'être. Peut-être si vous donnez des fortes doses de L-carnitine synthétique, mais on ne parle pas de la même chose dans ce cas-là. Mais si on parle de L-carnitine naturelle, comment ça peut être dangereux? Inutile peut-être? Insuffisant? Oui, parce que la mitochondrie ne marche pas grâce à ça. Et moi, en tout cas, en pratique clinique, L-carnitine, j'en donne, c'est au moins 50% de gens qui me disent « Ah, je vais mieux ». 50%, c'est beaucoup, ça fait beaucoup pour un placebo quand même. Donc ça fait un sacré hiatus entre les consensus des études et la réalité de ceux qui expérimentent, en sachant que les études, vous savez comme moi, on met tout dedans. Hein. On met des surdosages, on met des sous-dosages, et après on dit ça ne marche pas. Ben oui, si vous mettez du chaud, du froid, ça fait du tiède. Hein, c'est souvent le problème des études. Il faut sélectionner et trouver et être sûr que les gens qui font ça sont des bons, expérimentés. L'étude, elle a été faite par des gens qui connaissent. Pas juste qu'on va dire, j'ai envie d'essayer la L-carnitine. Combien va donner, je ne sais pas. Je m'excuse, mais ça se passe parfois comme ça, parce que les études sur la vitamine D, parfois, on voit bien que c'est carrément ça. Ils n'ont pas donné des bons dosages. Donc, c'est important pour moi, parce que si on ne remet pas le contexte qui est le patient fait face à beaucoup de choses, et une des défis existentiels auxquels il est confronté, j'ai parlé tout à l'heure de l'isolement et l'impuissance. Et ce sont des points, mais clés. Et si vous empêchez les patients d'agir alors qu'ils le pourraient, vous êtes en train de les enfoncer là-dedans. Et ça a un effet sur la survie. Ça a un effet sur le pronostic. Ça, il faut que ça rentre. Bon, c'est le discours de ressources, de plus en plus fort, de plus en plus certain. Donc la dimension existentielle, c'est le premier point majeur et extrêmement difficile auxquels sont confrontés les patients. Après, ils sont confrontés aussi au défi social. Heureusement, les traitements sont remboursés, on peut y aller. Si ce n'est pas remboursé, c'est compliqué. Juste comme ça, j'ai une patiente qui est française, qui est aux États-Unis. Elle avait une mutation BRCA connue, une mutation héréditaire connue. Elle n'avait pas le droit de faire d'IRM de dépistage. Parce que c'est 5 000 $ et que c'est trop cher. On ne fait que si on est sûr que ça vaut le coup parce qu'il y a quelque chose. Il y a une suspicion clinique. Elle n'a pas eu le droit d'avoir par son assurance de faire d'IRM. Et donc 4 ans après, elle a un cancer du sein, avancé avec tout le coup chimio. Donc vous vous rendez compte, même dans des pays comme ça, du coup on est dans des trucs très chers. Donc la dimension sociale, le fait d'être remboursé, c'est un élément majeur. Après, pour le patient, c'est l'homme qui était le pilier de la famille, qui devient dépendante de sa famille. C'est la chef d'entreprise qui, pour que toute son entreprise dépend d'elle, qui ne peut plus travailler, que devient son entreprise. Pour une femme ou un homme dans un couple, que devient mon couple, que devient ma sexualité. Il y a ces aspects qui sont tout de suite la réalité du terrain. La réalité des décisions à prendre. 2 équipes me disent des choses différentes. Une qui me dit de faire la chimio tout de suite, l'autre d'opérer. Là, il faut amputer, là, on peut conserver. Comment je fais pour y voir clair? Je suis au défi parce que j'ai des émotions qui me submergent. La peur en premier, mais aussi la colère, voire le déni, tout simplement. Et il y en a qui le disent, hein. Je suis dans le déni, je le sens. Je suis flottant. J'arrive à rien ressentir, à rien voir, à rien penser. C'est embêtant, ça me protège. Donc il y a tout ça. Et puis il y a la réalité d'un corps qui peut souffrir, alors par la maladie ou par les effets secondaires des traitements. Donc je recontextualise parce que quand on va parler des interactions avec les plantes, il y a évidemment cette volonté, ce défi pour le patient de se prendre en main, aidé par, si possible, des professionnels bien sûr, mais je dois faire face à tout ça, donc je ne peux pas me contenter des médicaments qui ne s'occupent que de ça, qui ne s'occupent de traiter que la maladie.
Alors, ça a progressé, on s'occupe aussi des effets secondaires, donc les conséquences des traitements. Mais on n'est toujours pas centré sur la personne. On est centré sur la thérapeutique ou les effets secondaires de la thérapeutique, mais pas la personne. Donc c'est un point qui paraît essentiel. La peur, je vous rappelle juste que c'est peur et impuissance. Parce que quand vous voyez des souris, ici, on leur injecte des millions de cellules cancéreuses. L'étude en Science 82, c'est vieux, hein, ça fait plus de 50 ans. On le sait, la psychoneuroendocrinologie nous le dit. La peur, c'est un problème, mais pas la peur seulement. Donc les souris ici rejettent les cellules cancéreuses dans 54% des cas, quand elles vivent naïvement, je dirais, tranquillement leur vie. Si par contre on leur commence à les agresser, stimulation électrique, n'importe quand, elles ne peuvent pas se soustraire. Donc elles sont dans une impuissance absolue face à ce qu'elles subissent. Seulement 23%, pas 100%, ce n'est pas l'immunité qui fait tout. Mais vous voyez, 2 fois plus ne rejettent pas le cancer, et donc il y en a plus qui font le cancer. Maintenant, ces souris, on leur met un bouton, il suffit qu'elles appuient dessus. Et ça s'arrête. Elles comprennent très vite, hein, les souris. J'appuie, plus de problème. 63% de rejet, plus qu'ici. Donc une souris vigilante, stressée mais vigilante, consciente, eh bien, elle est une immunité bien meilleure qu'une souris naïve, et bien sûr bien meilleure qu'une souris qui subit à la fois la peur, mais aussi le stress, l'impuissance. Et donc je le dis parce que l'impuissance est un élément majeur. Et donc rejeter le problème des plantes d'un revers de main en disant « je ne veux pas d'interaction », vous enlevez au patient un moyen d'agir. Vous devez y réfléchir à 2 fois. Parce que vous les empêchez de sortir de l'impuissance. Enfin, je rappelle que des interventions qui permettent justement d'aider le patient à devenir acteur, parce que c'est vraiment là je parle que pas d'un truc 3 séances avec le psy ou 2 séances d'esthétique. Je ne minimise pas les interventions de ça. C'est juste que là, je parle de quelque chose qui dure des mois. C'est 6 mois à 1 an d'intervention avec des thérapeutes. Il y a l'esthéticienne, il y a le prof de sport, il y a la gestion du stress. Tout ça ensemble, réuni, fait que ces patients deviennent des guerriers pacifiques, voire des guerriers pacifiés. Et on a un résultat remarquable, c'est qu'on est dans des chiffres de 29% d'amélioration de la survie. En sus des traitements, hein. Voilà. Et, quand même, cerise plus que sur le gâteau, des gens qui sont vraiment, comme j'ai dit, des guerriers pacifiques, qui sont conscients, responsables, qui savent se lever, faire face, qui vivent beaucoup mieux. Une vie bien plus intense. Hein, ce que j'appelle, au lieu d'être survivants, ils sont vivants. Donc c'est déjà un objectif en soi, mais en plus, 29% d'amélioration. Donc non seulement ils vivent plus intensément, mais plus longtemps. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder cette problématique des interactions sur le regard de l'oncologie intégrative. Et j'aime bien y rajouter quand même l'oncologie intégrative avec la vision de cas ressource, c'est-à-dire de clairement poser que la santé de l'être humain ne dépend vraiment pas que du corps physique, ni que mental, ni que émotionnel, mais aussi du corps existentiel. Et ça, c'est souvent oublié. Hein. Dans la définition de l'OMS, c'est le bien-être, c'est je suis bien sur le plan émotionnel, social, hein, rien sur la spiritualité ou le côté essentiel, hein, sans y mettre encore une fois une religion, mais c'est une dimension essentielle. Hein, c'est juste ce qui fait qu'on n'est pas qu'un humain, enfin on n'est pas qu'un robot, on n'est pas qu'une personnalité, on est une individualité qui a une âme. Ce qui fait quand même la différence, enfin, clairement, avec le monde minéral, animal, végétal. Donc c'est important, et à partir de là, quand on a posé ça, on va pouvoir essayer d'analyser les messages qui nous sont donnés, notamment, donc là ici c'est dans le Vidal, sur récemment une base de données qui est faite par l'ANSES, et c'est toujours amusant parce qu'on nous parle de ça, de cette base, comme si j'allais dire, tiens, ouais, il va y avoir plein de choses. Ouais, si vous allez la voir, vous êtes déçus. Hein. Vous allez être super déçus, mais en même temps déçus et pas déçus, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc manifestement, il n'y a pas vraiment de risque d'interaction et compagnie. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y a des choses à dire, mais elles sont pas, c'est très, très, très minimaliste. Mais par contre, on en fait un grand bruit comme si, attention, les compléments à base de plantes ne sont pas sans danger. Mais on pourrait aussi dire, oui, ils ne sont pas sans danger, mais c'est aussi prometteur.
Mais c'est vrai que l'eau, c'est dangereux. Hein. On peut se noyer. Vous pouvez être déshydraté si vous ne pouvez pas. Et je vous rappelle, c'est Vincent Castronovo qui avait commencé comme ça. J'avais une plante sur mon bureau, je ne mettais pas d'eau, elle est morte. C'est déshydratée. Puis après, j'en ai mis plein. Elle est morte aussi. Donc l'eau, c'est dangereux, là, de la mesure tout le temps en tout. Aussi pour les compléments, on est d'accord. Donc voici le tableau qu'on a, qui sont évidemment pas très sympathiques, pas très sexy. Mais quand vous regardez, il y a juste marqué par exemple pour le curcuma, une chose, mais que savent les Indiens depuis 2000 ans, et l'Ayurveda, il ne faut pas donner s'il y a un obstacle biliaire. Ça va, ils le savent depuis 2000 ans. Enfin, peut-être sûrement plus. Donc, et c'est dit par tout le monde depuis toujours. Tous ceux qui utilisent le curcuma savent que bon, on va éviter ces cholagogues, ça favorise la chasse biliaire, on va éviter cholérétique et cholagogue, les deux d'ailleurs, mais ça favorise la production du bile et la chasse. Et donc, évidemment, s'il y a un obstacle, il ne faut pas pousser la production de bile alors qu'il y a un obstacle. Après, ils savent aussi qu'on évite chez la femme enceinte, et ils le savent aussi qu'on évite avant une opération. Mais ça, c'est même pas marqué. Voilà. Discours d'anesthésiste ce matin, curcuma, j'ai rien à foutre, ça sert à rien. Mais t'es con quoi, c'est comme l'aspirine, suivant la dose que tu prends. Suivant la dose. S'il y en a très peu, bon, ça ne fera pas grand-chose. Mais tu seras embêté là pendant l'opération si tu ne fais pas attention. Donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc fausse alerte, on part dans des grands trucs. Ici un article, donc c'était dans... C'est un article de médecine interne sur les interactions médicamenteuses en médecine interne, dans l'article français. Il nous mettait les grandes choses. Évidemment que ce n'est pas complet, mais les grands effets secondaires avec des substances phares comme ginkgo, l'ail. Voilà, des choses qu'on connaît bien, finalement. L'ail augmente le risque hémorragique, oui, avec les antivitamines K qu'on n'utilise quasiment plus. Et c'est pas que l'ail augmente ce risque tellement, c'est juste que l'équilibre avec les vitamines K est difficile à obtenir. Alors si en plus on rajouter d'autres composantes, on va utiliser autre chose que l'ail, on est d'accord. Voilà, il a un effet un peu comme l'aspirine. Bon, il va fluidifier, ok. Mais ça, c'est pas un effet secondaire majeur, mais on va éviter d'y aller avec ça. Le ginkgo qui augmente le risque hémorragique sur l'antivitamine K, là aussi, bon, ouais, il favorise la microcirculation. C'est sûr que s'il y a des vaisseaux un peu plus gros et qui saignent, c'est un peu plus embêtant. Il ne va pas faire saigner. Mais s'il y a un saignement, il va être un peu plus important. Bon. On peut peut-être éviter le ginkgo, fera autre chose. Le ginseng, augmentation du risque d'hypoglycémie. Bon, il va voir comment expliquer ça. Peut-être que parce que, oui, ça active et que s'il n'y a pas d'énergie, et qu'en tout cas, il y a une mitochondrie qui est bloquée par des antidiabétiques, et que le ginseng demande à la mitochondrie de fonctionner, bon, il peut y avoir des explications. Mais le millepertuis, on le connaît bien, et sûrement c'est exagéré, ça mériterait sûrement d'approfondir l'histoire. Mais bon, le pauvre, il s'est pris tout dedans. Comme il agit sur l'histochrome 3 à 4, qui agit sur 50% des médicaments, enfin qui agit sur l'élimination de 50% des médicaments, bon, c'est l'ennemi à battre. La rhubarbe, qui est fait laxatif, bon là quand même ça va quoi. Il n'y a pas que ça qui a des effets laxatifs. Hein. Donc là l'idée c'est on perd du potassium, parce que vous avez trop de sel, vous perdez trop de potassium. Et évidemment, pas carence en potassium égale danger d'arythmie, tout seul. Si en plus il y a des antiarythmiques, encore plus. Mais bon, dans ce cas-là, la rhubarbe, c'est pas que la rhubarbe quoi. C'est les huîtres qui sont pas bonnes, c'est beaucoup de choses qui peuvent donner des problèmes. Et les laxatifs aussi qui existent dans la circulation, tous les laxatifs sont dangereux. La réglisse, qui peut favoriser une hypokadémie, oui, là aussi, on sait qu'elle interagit. Bon, prudence, s'il y a des traitements. L'aloe, salvia, etc. Bon, donc là, on voit, il y a un tableau qui il n'y a pas grand-chose. Hein, on nous met des choses, il n'y a rien à paniquer. On se dit, il y a des trucs à connaître, et finalement, on peut y aller. Après, quand on regarde des tableaux proposés, donnés aux patients, proposés dans les pharmacies, dans beaucoup de centres anticancéreux, c'est ce travail qui est proposé et qui quand même est assez amusant parce que vous voyez bien que de loin, il y a des sigles qui ont été pris qui ont
une symbolique qui est claire. Ici, on est d'accord, ça veut dire checker, c'est bon. C'est vert. Donc là, il y a marqué pas d'interaction. Là, c'est orange, je ne sais pas trop. Et puis ici, rouge, c'est une croix rouge. Donc croix rouge, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. C'est stop, on ne passe pas, quoi. Donc si vous regardez curcuma et paclitaxel, faites-moi confiance, c'est rouge. En fait, c'est une interaction forte, mais elle n'est absolument pas négative. Mais vu les sigles qu'on a mis là, tout le monde a peur. Hein. Il manque sacrément une explication dans ce tableau pour dire si l'interaction forte est bénéfique ou négative. Ça va très très bien le sel sur le bœuf. Une interaction très forte. Et là, c'est fait d'une telle manière que c'est que vision négative et surtout, ça ne peut pas être juste quand on parle du curcuma avec le paclitaxel par exemple. Parce que toutes les études montrent bien que c'est synergique, que c'est extrêmement favorable à tout point de vue. Donc ces tableaux, ils peuvent aider, mais bon, malheureusement, il manque une info, quoi. Interaction problématique ou interaction géniale. Ici, sur le site de l'AFSOS, il y a un peu plus de nuances, mais il manque de nuances aussi. Ici, vous voyez, ils ont mis les grands inhibiteurs auxquels on est parfois souvent confronté, le pamplemousse, orange amer, on va en parler, la réglisse, la sauge, l'aloe vera, le curcuma, sachant que le curcuma, effectivement, il a d'autres effets, ils ne sont pas notés, il n'y a pas tout noté finalement. Elle agit sur le cytochrome 3-4, mais il manque des infos, parce que si vous avez déjà un produit qui agit sur plusieurs cytochromes, c'est déjà moins problématique. S'il n'est pas spécialisé que sur une voie, il va diluer son action quand même. Et donc, c'est plus la même chose. Donc là, sur le curcuma, il agit au moins sur 3 cytochromes. Le 2D6 aussi, et le 3A5, il y en a encore d'autres. Donc, et puis c'est problématique parce que vous avez ça, mais vous allez voir, on ne sait pas qu'en faire exactement. On a l'impression que le pamplemousse est donc à refuser pour toutes les situations où il y a le cytochrome 3-4 qui est impliqué. Alors qu'on va voir que ce n'est pas vrai du tout. Aucune chimiothérapie ne pose problème avec le pamplemousse. Et c'est écrit dans le Vidal. Mais là, on ne le voit pas. Et d'ailleurs, ils vous mettent ici les cytotoxiques qui sont concernés par le 3-4. Et il y a des chimios. Donc ça laisse penser qu'on ne peut pas pamplemousser ça. Donc il manque des infos. Et on va voir que ce n'est pas vrai. Parce que notre jus de pamplemousse, et je dis bien le jus de pamplemousse, parce que là aussi c'est les infos qu'on entend. Donc Que Choisir Santé, c'était le pamplemousse est dangereux. Le pamplemousse, il disait même les pépins de pamplemousse. Alors carrément, ils se sont trompés jusqu'au bout. Parce que les pépins de pamplemousse, ce sont des antioxydants. Il n'y a aucune interaction problématique. Aucune interaction avec les pépins de pamplemousse. Ils se sont trompés, Que Choisir Santé. Ils voulaient parler du jus de pamplemousse. Mais c'est juste pour montrer quand même le manque de sérieux du travail proposé quand même. Donc le jus de pamplemousse contient des substances qui effectivement peuvent interagir avec des médicaments. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au niveau des entérocytes digestifs, et c'est là qu'il faut... C'est pas au niveau du foie. Ils agissent au niveau des entérocytes de l'intestin. Ça veut dire que tout ce qui passe par perfusion, et qui ne passe donc pas par l'intestin, n'est pas concerné. Ils vont là et ils restent là. Et ils interagissent effectivement avec les thérapies ciblées orales qu'on appelle les tyrosine kinases, qui eux doivent traverser les cellules intestinales, vont donc rencontrer le jus de pamplemousse, enfin ces substances, et être modifiés dans leur élimination. Donc c'est intéressant de comprendre, et grâce aux pharmaciens, notamment les biologistes, on comprend mieux le jus de pamplemousse, ok, pose problème, mais uniquement pour les thérapies orales. Donc on se calme, le pamplemousse est très très bon pour le foie de façon générale. Ça stimule, ça régule la voie 1B1, on le verra, qui est pro-cancer dans le cancer du sein par exemple. Enfin bon, commencer à diaboliser le jus de pamplemousse, c'est dommage. Alors que c'est une substance qui est, entre guillemets, anti-cancer du sein.
Voilà. Après, vous avez des petits trucs que j'ai mis là. Hein, interaction, c'est 50% à 10 heures, ça se réduit. Au bout de 10 heures, le jus de pamplemousse est éliminé à moitié. Mais ça va durer quand même jusqu'à 3 jours. Évidemment, ça diminue, jusqu'à 3 jours. Un verre, 200 ml de jus de pamplemousse. Donc ça a un impact qui n'est pas négligeable sur les médicaments, effectivement. On pourrait juste dire quand même qu'attention, vous ne réduisez pas l'efficacité des médicaments, vous augmentez leur efficacité. Mais vous savez comme moi que si on les augmente trop, ça devient toxique. Mais encore une fois, on préfère accuser de toxicité plutôt que de dire qu'il potentialise l'effet. Là, je promets déjà une première chose, c'est que moi, en tant que médecin, si la personne prend son pamplemousse, je vais faire attention. Hein, si jamais c'est obligatoire pour elle, ben, je vais juste commencer à des dosages plus prudents. Et je monterai. Hein, voilà. Mais évidemment que de façon générale, on va retenir que pour le jus de pamplemousse, on va éviter avec les thérapeutiques qui sont concernées. Et on va le voir, la liste, elle n'est pas énorme. Ça, c'est donc la liste du Vidal. Donc 200 ml. Alors, c'est pamplemousse, orange de Séville, pomelo, citron vert. C'est pas la clémentine, c'est pas l'orange douce. Hein, c'est vraiment avec ce goût amer. Et il faut rajouter le citron vert. Et les médicaments, vous voyez, eh ben, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Enfin, c'est pas énorme. Et si je mets la cancérologie, moi, j'en ai rajouté parce qu'ils ont mis que le Stivarga et le Laparib. Bon. J'en ai rajouté, et en fait, il y a d'autres thérapies ciblées concernées quand même. Mais pas toutes, hein. Voilà. Mais on va dire par prudence, je pense qu'il y a d'autres choses que le pamplemousse dans la vie, on pourra éviter quand il y a une thérapie ciblée. On va éviter le pamplemousse. Moi, je marque sur les ordonnances systématiquement, quoi. Éviter pamplemousse, orange amère. Voilà. Et après, évidemment, en médecine, moi, c'est la cancérologie dont je parle, mais il y a d'autres classes de médicaments qui sont concernées. Surtout les statines sont très concernées. Voilà, donc ce qui est intéressant donc, de résumer, c'est qu'on parle d'interaction. Il peut y avoir une synergie qui devient une interaction fortement positive, mais il peut y avoir des interactions dont on se moque parce qu'elles sont négligeables. Et ça, c'est quand même l'immense majorité des cas. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas paniquer, mais c'est vrai qu'il faut mettre du sérieux, de l'attention. Mais il n'y a pas non plus à paniquer. La plupart du temps, on est ici. Et puis il y a ce qui est vraiment antagoniste et qui va donc interagir négativement et qui va réduire l'efficacité. Augmenter, diminuer l'efficacité. Et suivant ce qu'on veut, c'est plus ou moins bien. On voit bien avec ce que je viens de dire qu'on doit vraiment parler précisément des choses. C'est pas le pamplemousse est dangereux en cancérologie, et c'est le jus de pamplemousse, pas le pépin. C'est pas tous les produits qui sont concernés, c'est par voie orale. Donc vous avez besoin d'être précis, hein, d'être précis dans les interactions. Et à la fin, effectivement, voir si ça a un impact significatif. Est-ce que je trouve que le risque est trop important? Est-ce que le risque me paraît négligeable? En tout cas, je peux être prudent. Et j'en tiens compte, je surveille. Et la clinique va me guider. Évidemment, les interactions sont plus importantes avec les voies orales, hein, parce que à ce moment-là, vous introduisez déjà un paramètre. Est-ce que mon médicament, il va passer l'estomac ou l'intestin, ou est-ce qu'il ne va pas passer? Des fois, les repas vont influencer. Le simple fait d'avoir un estomac vide est des fois une nécessité pour un médicament. S'il reste trop dans l'estomac, il risque d'être brûlé par l'acidité. Je prends certains d'ailleurs probiotiques, pour parler non pas de médicaments, il y a certains probiotiques. Si vous les prenez pendant le repas, ils vont rester. L'acidité de l'estomac va tous détruire les bactéries. Donc il faut une gastro-résistante ou bien prendre des bactéries qui ne sont pas sensibles à l'acidité. Et pour les médicaments, c'est pareil. Il y a des médicaments qui ne supportent pas l'acidité de l'estomac. Donc c'est déjà un problème. Ensuite, c'est la distribution, c'est-à-dire comment ça va diffuser dans l'organisme. Et il y a des choses qui peuvent interagir sur la diffusion. Tout à l'heure, j'ai dit, tiens, le ginkgo, c'est vrai, on peut se dire, le ginkgo, il traite une vasodilatation, on peut dire. Enfin, pas une vasodilatation, mais il favorise une microcirculation, une meilleure circulation. Le médicament il va plus diffuser en périphérie. Peut-être pas ce qu'on veut. Et ensuite, il y a le métabolisme, et qui passe par ce qu'on appelle les cytochromes P450. C'est pas que le foie, c'est les reins, c'est les poumons, principalement. Et parfois, il y a des organes qui sont des trucs spécialisés.
Alors, il peut y avoir trois phénomènes. Soit une compétition sur l'histochrome, c'est-à-dire que la substance vient prendre la place et ben, elle gêne le substrat. Mon médicament ne peut plus y aller parce que la place est prise. C'est juste une compétition là. Il peut y avoir un effet d'inhibition de l'histochrome qui ne marche plus bien. Donc, j'élimine moins le médicament du coup. Rappelez-vous, là aussi, un exemple en phytothérapie, la pipérine, qui va gêner l'élimination du curcuma. Enfin, quand je dis gêner, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Comme ça, le curcuma peut perdurer. Hein, c'était l'erreur de David, il l'avait reconnu, hein, je peux le dire sans le... David Servan-Schreiber, dans son livre, il est marqué que le curcuma augmentait, le poivre augmentait la biodisponibilité du curcuma en augmentant son assimilation. En fait, c'était pas ça. Parce que le curcuma passait toujours aussi mal, je dirais 5 à 10%, mais par contre, ceux qui passaient restaient plus longtemps. Et donc on augmentait effectivement, voilà, parce qu'il était moins éliminé rapidement par le foie. Ensuite, il y a l'autre effet, c'est au contraire l'induction du cytochrome. Donc il est accéléré dans son métabolisme. Donc ça, c'est l'effet du millepertuis. J'accélère, donc je réduis l'efficacité. Par contre, le pamplemousse, c'est le contraire. Je réduis l'efficacité. L'efficacité du cytochrome, donc j'augmente la disponibilité du médicament. Et après, il peut y avoir une compétition sur l'élimination, par les voies urinaires, par les voies hépatiques, par la peau. Si je donne un médicament qui crée une sécheresse de la peau et que le médicament ne sera plus éliminé par la peau. Donc, on peut interagir par ce genre de choses. Voilà, donc les problèmes qu'on voit, c'est soit le sous-dosage qui va entraîner une inefficacité du traitement, soit un surdosage qui favorise l'efficacité, mais on peut être en surefficacité et donc toxicité. Ce qu'on appelle l'index thérapeutique, quand je donne cette quantité-là, je suis efficace jusque-là. Si je dépasse, je suis toxique. Et si je suis là et que je suis en dessous, entre ça et ça, c'est bon, je suis efficace. En dessous, je suis inefficace, ça ne marche plus. Hein, je donne, ça ne sert à rien, c'est pas assez puissant. Donc le but, c'est d'être là. Et effectivement, est-ce qu'avec nos plantes, on peut faire en sorte qu'un médicament qui est bien placé au milieu, tout d'un coup, se retrouve poussé vers le haut, vers le bas, et où ça marche trop bien, ou pas assez. Tableau pas terrible, je suis désolé, mais j'ai pas eu le temps de faire des gros travaux. Là, c'est des diagrammes pour montrer, ici pour le cytochrome 3 à 4, c'est tiré d'un petit dépliant très bien fait par le laboratoire Pierre Fabre, qui était en bas. Donc, où justement ils ont abordé ce sujet-là, intéressant, des interactions. Mais c'est focusé, comme on le voit, uniquement sur cytochrome par cytochrome. Et encore une fois, on ne globalise pas, on ne synthétise pas sur l'intérêt. Mais c'est intéressant de voir que le curcuma, sur le 3 à 4, il est ici, il est moyennement actif, ce n'est pas un surpuissant. Il n'y en a aucun qui soit très puissamment actif sur le 3 à 4. Donc ici, curcuma, ginseng américain, l'asiatique, le sibérien, c'est l'eutérocoque, mais c'est en réalité pas un ginseng, je crois. C'est faussement un ginseng, mais bon, il y a des spécialistes qui... la passiflore, le pavot de Californie, l'escolia, c'est l'emblème de ressources. Je sais plus, ici. Le poivre, la réglisse, la spiruline, le thé, la valériane, chardon-marie. Bon, bref, on voit le spectre d'action. Et on voit que, le 3 à 4, 3 à 5, le curcuma, il est assez actif. Voilà. Sur le 1 à 2, il n'y en a pas beaucoup qui sont très actifs. Hein, vous voyez, ils sont tous ou inconnus ou très faiblement. Et sur l'UGT, qui est un point sur certains médicaments particuliers, on voit que c'est le T qui peut interagir le plus. Bon. Ça, c'est des schémas intéressants pour montrer qu'on peut connaître et essayer de modéliser et de dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, pour qu'on aille vers ce qu'on appelle le cliniquement significatif ou pas. Parce que si c'est faiblement interagissant, ça va, quoi, hein, on peut passer. On ne peut pas prétendre, vous savez que des personnes âgées ont parfois des 8 médicaments, et on sait que 8 médicaments, c'est 80% de taux d'interaction. Et on prend quand même, c'est tout. Hein, on fait, on voit ce qui se passe et on adapte. Donc ce que je voulais dire, voilà, terminer, c'est donc isolément rien n'a de sens, on a besoin d'être aidé, d'y voir clair, et de prendre de la hauteur. Et on prend quelques exemples pour montrer à quel point c'est bien de parler d'interaction avec les plantes, mais en étant conscient qu'il faut relativiser ça. Hein. En soins de support, on utilise tous les jours en cancérologie les corticoïdes.
Or, ils sont inducteurs du 3 à 4. On dit donc, oui, vous favorisez l'élimination du médicament. Ah ben, avec nos corticoïdes, on y arrive. Hein, à la fois en inducteur et on favorise aussi la fixation du substrat sur le 3 à 4. Donc bon, il est doublement favorisant l'élimination du médicament. Alors, il y a quand même un côté intéressant quand je dis ça, hein, c'est que ça passe par perfusion. Donc il n'y a pas un premier passage hépatique, il y a une action, un pic plasmatique par la chimio. Et je rappelle sans cesse que les chimiothérapies ne marchent pas en créant du stress oxydatif. Elles marchent par leur effet bombe. Ça va vers les cellules qui prolifèrent beaucoup, qui sont en train de se diviser, elles créent des cassures au niveau de l'ADN. Et c'est le pic plasmatique qui permet ça. Et après, c'est vrai, il faut l'éliminer le plus vite possible. Et finalement, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui favorise l'élimination par le foie. C'est ce qui va éviter la toxicité, c'est-à-dire que le fait que le médicament perdure longtemps dans le sang. Une chimio marche bien sur l'instant. Après, il faut l'éliminer. Et je parle bien des chimios intraveineuses à forte dose où on est cytotoxique. Je ne parle pas d'une chimiothérapie en comprimé, qui est souvent à des doses modérées, qui a un effet cytostatique. Je bloque, et en faisant ça, je favorise la mort de la cellule. Donc vous voyez, finalement, c'est intéressant. C'est intéressant, là, et on utilise les corticoïdes énormément pour leur effet anti-nausée. Parce que vous aidez. Et ça, j'insiste, hein, on ne m'a pas appris 2 secondes. Pourquoi les corticoïdes? C'est une magie qu'on nous vend depuis toujours. Moi, à la fac, je n'ai jamais appris pourquoi les corticoïdes réduisaient les nausées. C'est juste qu'on sait que c'est génial. Ça marche. Ben, vous avez l'explication là. Deuxième raison, on va le voir après, c'est anti-inflammatoire. Mais favoriser l'élimination du médicament. Donc si le foie est moins agressé, parce que c'est le foie quand même qui reçoit tout ça, il est quand même, je vous rappelle que le foie c'est un organe qui se renouvelle. Donc il est potentiellement agressé par la chimiothérapie, pas toute chimiothérapie, pas toutes sont très toxiques, mais toutes peuvent l'agresser. Et donc si déjà il fonctionne mieux, qu'il élimine mieux les médicaments, ben, il sera moins agressé. Et s'il est un foie qui n'est pas agressé, ben, il y a moins de nausées. Les mécanismes de nausée, ce n'est pas que ça, hein, c'est aussi l'irritation estomac digestive, mais un des mécanismes, c'est le foie. Voilà, donc du coup, que ce soit la dexaméthasone, la prédnisone, et la prédnisone, vous voyez qu'elle est même aussi inhibitrice du substrat, elle favorise l'élimination, la pompe d'élimination. La PGP, c'est une protéine qui va permettre l'éjection du médicament de la cellule. Hein, c'est vraiment la pompe qui permet d'évacuer l'eau. Évidemment, du coup, le médicament ne reste pas dans la cellule, du coup, il ne marche pas. Les antiémétiques, on utilise le zofrène tout le temps. C'est un substrat du 3 à 4. C'est quoi ce boulot? Donc il interagit, c'est pas grave, c'est accepté. Les menthes et prépétants, pareil. Voilà. Les antidouleurs, le fentanyl. On ne va pas faire la chimio, du coup, à tous ceux qui ont de la morphine, quoi. Donc c'est pas grave qu'il y ait une induction, qu'il y ait une modification, il suffit de connaître. Est-ce que ça va être significatif? En l'occurrence, pour les corticoïdes, c'est un avantage. Hein, ça sera peut-être un désavantage si on donne des traitements par voie orale, des corticoïdes, avec nos fameux antityrosine kinase, par contre. Ça, c'est des tableaux sur les interactions. Je ne vais pas vous forcer à le lire, bien sûr, mais on voit tous les médicaments. Et par exemple, on va prendre l'exemple, c'est les thérapies ciblées. Bon, des chimiothérapies, vous voyez, c'est souvent, il y a peu de problèmes. Après, il peut y avoir des problèmes qui sont le transport. Hein. Si je suis dénutri, le médicament n'est pas transporté par la protéine. Il y a des médicaments qui sont très liés à ce problème-là. Le Taxotere, par exemple. Et si la personne est dénutrie, j'ai intérêt à faire des doses prudentes, parce que il y aura plus de médicaments disponibles, autrement dit actifs. Dès qu'une substance est prise en charge par un transporteur, elle est inactive. Tant qu'elle est dans le taxi, elle ne peut pas agir. C'est vrai pour les hormones, c'est vrai pour tout, hein, toutes les substances. Donc là, on voit des fois des taux de fixation à 99,8%. Enfin, donc la variation, la toxicité, en fonction de la dénutrition, peut être très, très importante. Mais pour revenir à nos médicaments, donc, vous voyez qu'ils ont des niveaux d'interaction, enfin, d'élimination importants, dont on doit tenir compte
Et après, c'est difficile de tenir compte de tout. Regardez à quel point ça peut être important d'agir sur ce système du foie pour l'aider à mieux fonctionner. Je prends l'exemple du ion d'hélice, une chimiothérapie qu'on n'utilise pas énormément, mais qu'on utilise dans le cancer de l'ovaire et certains sarcomes. C'est tiré d'une éponge marine. Cette substance a vraiment une toxicité importante sur... Regardez ici, on a 35% de grade 3-4, c'est-à-dire des taux de plaquettes qui chutent en dessous de 100 000, voire en dessous de 50 000. 35%, c'est énorme, une personne sur 3. Ça veut dire que vous faites une chimio, 3 semaines après, elle vient pour sa cure et on ne peut pas la faire parce que les plaquettes sont trop basses. C'est plus que ballot, c'est problématique. Pour la neutropénie, on est à 39%. Bon, là, on a des facteurs de croissance, donc c'est facile. Vous savez qu'on n'a pas de facteurs de croissance. On en a, ça existe, mais c'est réservé aux maladies hématologiques, en hématologie, mais pas en cancérologie solide, ça coûte trop cher. Donc voilà. On n'a pas de facteur de croissance plaquettaire. Mais ça, c'est pas un problème. Mais n'empêche qu'on est à 39%. Et la toxicité sur le foie, les hépatites, donc ce n'est pas des chiffres très élevés, hein, mais waouh, on a 70% d'effets hépatiques. Maintenant, on donne des corticoïdes à bonne dose. On commence la veille pendant 4 jours. Enfin, 3 jours derrière. Premier jour du traitement, 4 jours derrière. Ça fait 5 jours en tout, 6 jours en tout. On passe de 35% de toxicité plaquettaire à 0. Les globules blancs à 10% seulement. Et le foie, 3%. On était à 70%. Explication pourquoi. Après tout ce que je viens de montrer. Vous améliorez l'élimination, le travail hépatique avec vos corticoïdes. Vous empêchez l'inflammation du foie. Quand il y a inflammation du foie, le foie ne fonctionne plus, c'est la stéatose hépatique. Là, vous avez une stéatose aiguë générée par la chimio. Elle va disparaître, c'est bon, il va récupérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez du coup une toxicité. Pourquoi les plaquettes? Qui peut me dire pourquoi c'est les plaquettes qui chutent le plus que les globules blancs? Le foie est très vascularisé. Non? Bien tenté. Pourquoi les plaquettes sont concernées? Par des corticoïdes, des anti-inflammatoires. La thrombopoïétine est fabriquée par qui? Le facteur de croissance pour les plaquettes. C'est le foie. L'érythropoïétine, c'est le rein. Les plaquettes, c'est le foie. Et si le foie il est KO, il ne fabrique plus de thrombopoïétine. Et c'est la chute. On en fabrique, elles ont 3 jours de demi-vie, hein, les plaquettes. Hein. Elles durent 3 jours. Donc s'il n'y a plus de production pendant peut-être une semaine, parce qu'il y a un foie qui, vous voyez, a bien souffert, vous avez la preuve là, 70% d'hépatite. Donc le foie souffre. Et du coup, le foie ne fabrique plus de thrombopoïétine pendant quelques jours. Et du coup, ça ne remonte pas. Eh bien, vous aidez le foie à fonctionner parce que vous calmez l'inflammation. Et vous tombez à 0%. Qui peut me dire que le curcuma n'est pas intéressant? Donc toutes les plantes qui vont aider le foie, on peut dire que yes. Eh oui. Donc là, vous entendez bien, parce que j'ai dit, on utilise des corticoïdes, on utilise des ofrènes qui favorisent le 3 à 4. Donc c'est pas bon, normalement. Et on le fait parce qu'on rend possible le traitement. Et pourquoi les anti-inflammatoires ne seraient pas utiles? Et tous les médicaments qui favorisent la détoxication. Parce qu'encore une fois, je répète, l'efficacité de la chimio n'est pas parce que ça perdure dans le corps. Les sels de platine, c'est un problème. On a une toxicité cumulative, on le sait bien. Parce qu'on fait une cure, on était là à 0, puis la cure d'après, il y a ça qui est résiduel, puis ça après, il y a ça, et il y a une toxicité qui augmente. Avec des neuropathies. Hein, c'est vraiment l'image que je donne souvent. La chimio est une bombe, c'est ça qui détruit les terroristes, c'est pas la poussière qui retombe, qui pique les yeux, fait tousser, est horrible pour tout le monde. C'est pas ça qui tue les terroristes. Est-ce que par exemple les bourgeons de cassis qui sont anti-inflammatoires peuvent remplacer Ouais. le corticoïde? À vous de trouver et de maîtriser votre outil. Ça peut être les bourgeons de cassis, ça peut être le curcuma, ça peut être l'apagophytum, c'est plus au niveau articulaire. Et après, il y a les substances, on va le voir, qui agissent sur le foie, sur le fonctionnement hépatique. Directement, qui ne sont pas anti-inflammatoires, mais qui aident le fonctionnement. Oui.
Donc rappelons-le, ce foie, effectivement, encore une fois, il y a le rein aussi, il y a les poumons, hein, il n'y a pas que lui, mais c'est quand même, c'est lui la centrale d'épuration. Hein. Pour rendre les choses simples, hein, j'aime bien dire, la première phase de détoxication, je savonne, je mets du savon plein, et j'arrive à m'enlever ce fameux cambouis, parce que les toxines, en général, les polluants, beaucoup de médicaments sont liposolubles. Donc, vous n'arrivez pas à les enlever à l'eau. Hein, vous avez mis la main dans le moteur, enfin, pas le moteur, les moteurs d'avant, ou vous changez les pneus, vous avez les mains crasseuses et vous ne pouvez pas l'enlever à l'eau. Donc, vous mettez un truc de phase 1, le savon, qui va permettre de rendre soluble la crasse. Et ici, le médicament. Donc, ça va être une phase délicate parce que vous allez oxyder les substances qui vont devenir parfois plus dangereuses. Comme d'ailleurs, excusez-moi, mais si vous buvez, si vous vous êtes lavé les mains, que vous ne partez pas comme ça, quoi. Vous ne gardez pas le savon, c'est dégueulasse. Hein, si vous léchez, ça ne va pas être bon. Donc, on doit ensuite avoir une phase 2 qui est efficace et qui va permettre de neutraliser ces choses-là pour qu'elles puissent partir sereinement dans les émonctoires, c'est-à-dire les intestins et les reins, sans que ça vienne agresser tout. Voilà, ça c'est la détox. Si on précise un peu plus, la détox, c'est pas juste je prends de la taurine, donc je prends une boisson célèbre, ou je vais prendre de la vitamine C, c'est bon. C'est pas ça. C'est un cocktail d'antioxydants, de minéraux, de protéines, et protéines soufrées surtout notamment, mais de protéines de façon générale. Et ensuite, il y a plusieurs systèmes de détoxication, comme on a inventé l'être humain, la voie pour les métaux, la voie pour les plastiques, la voie pour... c'est pareil. Hein, c'est pareil. Donc ça ne marche pas, une recette part avec un truc. Il faut des trucs ou le bon truc. Hein, si vous faites une intoxication au paracétamol, il y en a un qui marche bien, c'est le glutathion, qui va permettre de réactiver la sulfoconjugaison, la glucoconjugaison, parfait. Hein, si vous faites une tentative de suicide ou un surdosage au paracétamol, aux urgences, on fait une perfusion de N-acétylcystéine. C'est le remède. Donc évidemment que ce n'est pas anesthésique que le mucomyste pour fluidifier les bronches, c'est beaucoup plus que ça. Hein, c'est précieux parce que c'est non seulement un fluidifiant, logique, je vous ai dit que ça permettait de rendre soluble. Donc le mucomyste, il rend fluide des polluants que vous faites sortir. Mais c'est juste du glutathion qui aidera aussi le foie, et c'est juste le glutathion qui est quand même l'élément antioxydant le plus important pour le système immunitaire. Donc quand vous avez une infection, on ne prend pas du paracétamol tout seul. On prend du paracétamol et son antidote tout de suite avec, pour ne pas priver l'immunité de son glutathion. Je le répète tout le temps. Hein. L'immunothérapie, c'était l'ASCO de l'an dernier. Si vous donnez une immunothérapie, que vous prenez du paracétamol, vous réduisez de 30 à 40% l'efficacité de l'immunothérapie. Logique, vous avez enlevé à l'immunité ses capacités de défense, on pourrait dire son bouclier, hein, son gilet pare-balles, parce qu'elles sont en bataille, vous leur enlevez le glutathion, vous leur enlevez, ça part pour le paracétamol. C'est bien, mais moi j'ai une bataille. Et si vous avez une infection, c'est pareil. Donc la détox hépatique, toute substance étrangère, xéno, ça veut dire étranger, va pénétrer dans le cytoplasme, va aller dans ce qu'on appelle les réticules endoplasmiques, et va faire la première phase dans ces espèces d'usines-là pour être transformée. Phase 1, alors bon, des fois elle peut être éjectée ou pas pouvoir rentrer, tant mieux. Si vous mettez du resveratrol par exemple, l'hydrocarbure polycyclique ne pourra pas rentrer. Ça crée une égide, blocage, c'est parfait. Cytochrome, ensuite c'est transporté par ce fameux cytochrome. Cytochrome qui va transformer la substance en substance avec... il a rajouté il a oxydé, il a rajouté de l'eau, il a rendu soluble. Donc vous voyez un OH ici. C'est pour ça qu'il faut aussi de l'eau hein, pour notre cher foie. Il faut boire. Comme il faut rincer d'ailleurs quand vous faites la vaisselle. Hein. Et la phase 2, avec les trois grands systèmes et un peu plus des sous-systèmes, qui permettent la sulfoconjugaison, la glucuroconjugaison. Voilà. Et c'est éliminé ensuite par transport vers l'extérieur.
Ce système-là, la première partie, on n'est pas tous égaux. On a tous des variations. On a ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques. D'ailleurs, hein, la peau, c'est pareil. On n'est pas pareil, d'accord? Il y a des peaux blanches, des peaux mates. Ça a des avantages et des inconvénients. Là, les cytochromes, c'est pareil. Et vous voyez qu'il y a des familles de cytochromes avec les grands axes de variabilité. C'est un cytochrome 3-4 qui est très facilement inductible par beaucoup de substances. Il fonctionne mieux chez la femme que chez l'homme, à l'état naturel, entre guillemets. Mais on pourrait peut-être penser que c'est parce que les hormones des oestrogènes passent aussi par cette voie-là et que donc il y a un entraînement plus important. L'inflammation va empêcher son fonctionnement, le polymorphisme. Vous voyez l'inflammation? Pam! Bon, je passe là-dessus, mais il y a des variations aussi génétiques, hein, de famille, de population, hein, parfois, qui font que parfois certains médicaments sont toxiques pour des races. Hein, dans certaines cultures, enfin, on ne pourra pas utiliser certains médicaments parce qu'ils n'ont pas la capacité à éliminer. On recherche ce type de polymorphisme, on est d'accord, pour des médicaments comme le 5FU, pour vérifier qu'on va pas être toxique. Hein, c'est le DPD, la diméthyle, enfin bon, j'arriverai pas à le dire, excusez-moi, mais le DPD, par exemple. Et ce qui va permettre, quand on analyse, si on a la possibilité d'avoir des analyses du polymorphisme, évidemment, c'est une chance parce qu'on va pouvoir dire tout de suite repérer chez le patient si avec ce médicament, il va y avoir un risque de surefficacité et de toxicité. S'il y a un déficit en DPD, un médicament ne sera pas éliminé. C'est-à-dire que vous donnez même une petite dose, il risque une aplasie, ce qui n'arrive jamais avec les autres. C'est 0,1% des gens. Mais voilà, donc ces métaboliseurs lents rapides, c'est exactement aussi, on a l'exemple sur le café. Hein, il y a des gens qui prennent une tasse de café, 1 heure après, c'est éliminé le café. Hein. Ils l'ont éliminé. Ils sont métaboliseurs rapides, caféine, elle est dehors. Il faut qu'ils en reprennent 1 heure après. Et un autre, il est lent, ben, s'il reprend 1 heure après, il entre en surdosage. Hein. Il va commencer à... Voilà. Donc il y a des gens, s'ils prennent un café après 4 heures l'après-midi, ils n'éliminent pas, quoi. Ils ne vont pas dormir. Donc, il faut savoir s'observer. On peut faire ces tests, hein. Ça existe. La sérotonine, c'est pareil. Hein. Il y a des gens, vous avez une joie, vous êtes content, vous avez la sérotonine qui monte, et ça ne dure pas longtemps. Vous l'éliminez vite. En 1 heure, c'est terminé. Là, tu as fait un câlin, super, je suis bien, mais ça ne dure qu'1 heure. Ah, ça... Voilà, en 5 minutes. Il n'y a pas un lien avec les plaquettes et la sérotonine aussi Là, ça dépasse, mais je sais pas. Peut-être, je sais pas. Un transport par la sérotonine des plaquettes ou une sécrétion par les plaquettes, non Non, la plaquette, elle a tendance à effectivement inhiber en fait les doses de sérotonine. D'accord. Eh bien, à explorer. Voilà, après, le message que vous avez vu déjà, c'est que je remets, c'est que il y a un hic, c'est que toute la voie de détoxication, s'il y a inflammation, elle est bloquée. Et donc, juste quand on dit que le curcuma il pose problème sur le 3 à 4, mais qui favorise tous les autres fonctionnements, il faut contextualiser les choses, les gars. C'est que vous êtes en train de me dire qu'il gêne le 3 à 4, et c'est discutable, on vient de le voir, mais sauf qu'il favorise l'action de tous les autres, alors qu'ils sont bloqués, s'il n'est pas là. Donc, là, c'est là que je dis, il ne faut pas isoler les choses comme ça. Donc, le processus inflammatoire, il bloque la détoxication, il réduit l'élimination de la bilirubine des acides biliaires, il perturbe les médicaments de façon générale, il favorise donc une cholestase, donc oui, il favorise une stéatose hépatique. Donc cette fameuse, ça marche comme ça, hein, c'est qu'il y a des protéines qui sont PXR, CAR et PXR, les glucocorticoïdes agissent dessus, et c'est comme ça qu'ils ont un effet extrêmement puissant pour favoriser la détoxication correctement. Et on comprend mieux pourquoi les corticoïdes sont intéressants comme anti-nauséeux. Pourquoi on ne l'a pas expliqué, je ne sais pas. Voilà, quand ça marche bien, c'est bon. Quand ça ne marche pas, c'est pas bon. Et donc si je prends une substance comme le resveratrol, qui est antioxydant, mais qui a bien d'autres propriétés, notamment, elle active sur un FKB. Et donc du coup, c'est un chimio-sensibilisant formidable. On favorise l'élimination du médicament comme il faut, et sans compter tous ces modes d'action.
Et ça rappelle que quand on dit antioxydants, il ne faut pas en donner. Quand on parle du resveratrol, l'antioxydant, mais il y a plein d'autres actions anticancéreuses. Donc il ne faut pas le limiter à ça. Pareil pour le soja, etc. Notre curcuma, puisque c'est souvent lui qui est mis sur le banc des accusés. Donc rappelons que c'est cette racine, qu'elle est bien connue en Ayurveda depuis des millénaires, qu'elle a des propriétés bien connues, détoxicantes, hépatoprotectrices. Attention à très forte dose, c'est vrai, ça peut être irritant sur l'intestin. Bon, ça on le sait, hein. Anti-inflammatoire, protection vasculaire, puisqu'il va favoriser un effet aspirine, en fait, à forte dose. Voilà. Et du coup, bon, agir sur le vieillissement cérébral, c'est idiot de marquer ça, c'est juste qu'il y a des effets tellement bons pour la santé que c'est très multiple. Et effectivement, anti-agrégants plaquettaires, donc attention, évidemment, s'il y a des anticoagulants que vous ne maîtrisez pas. Et contre-indication, femme enceinte, parce que les anti-inflammatoires, on va les éviter. Hein, chez la femme enceinte, chez l'enfant, on va éviter que, si on donne des anti-inflammatoires, ça va favoriser la fermeture de la veine pulmonaire chez le bébé, donc il y aura des problèmes à la naissance. Donc on évite les anti-inflammatoires, dont le curcuma, et puis éviter, en cas d'obstacle, les voies biliaires. Mais quand on aura le curcuma, c'est un schéma, il n'est pas complet, de tous les effets anticancéreux. Il y a de quoi faire, quoi. C'est un inhibiteur du cycle cellulaire, favorise l'apoptose, l'angiogénèse, il réduit les métastases, favorise l'autophagie, il agit sur les jonctions serrées digestives, donc réduction de la perméabilité intestinale, antioxydant, il agit sur les facteurs de transcription, NF-κB, donc il est anti-inflammatoire, ça c'est l'effet le plus connu, mais pas que. Il y a tout ça. Sachant que, je l'ai noté ici, la chimiothérapie, comme tout à l'heure je citais le paclitaxel, où il y avait une forte interaction, qu'est-ce qu'il fait le Taxol? Il active NF-κB. Il active l'inflammation. Ça explique la neuroinflammation, parce que le Taxol, ce n'est pas un pro-oxydant. C'est un pro-inflammatoire. Le Taxoter aussi. Et c'est les mitochondries qui vont souffrir. Mais ce n'est pas parce que, je vous rappelle que Taxoter, Taxol s'agit sur les cellules qui sont en plein fuseau mitotique. Donc il n'y a pas de cassure de l'ADN, il n'y a pas d'effet de cassure, il n'y a pas de production d'espèces réactives d'oxygène. Par contre, vous avez une activation de NF-κB, vous avez un effet sur les mitochondries, je vous rappelle que les mitochondries se divisent aussi, hein, qui fait que ça explique cette neuroinflammation responsable des neuropathies, surtout avec le Taxol, mais aussi avec le Taxoter. Donc ça nous intéresse. Là, on a clairement, ça, c'est pas bon pour le Taxol, et bien grâce au curcuma, on est bien. On vient contrer ça. En pratique, et voici des études cliniques, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Hein. Je vais vous dire qu'il y a plein d'études cliniques, cancer, curcuma, mais il y en a. Et de façon générale, on sait parfaitement qu'il n'y a que 3 médicaments sur lesquels on doit être prudent. En cancérologie, 2 qu'on utilise peu, mais la vincristine, en hématologie, on l'utilise encore, qui est très neurotoxique, justement. Bon, on peut faire ça autrement pour éviter la neuropathie. Il y a la glutamine qui est bien pour la vincristine, on a des études cliniques chez les enfants notamment. Vous avez l'endoxan, qu'on utilise un peu, et surtout l'irinotécan. Donc c'est dans les cancers digestifs, en fait, qu'on est le plus prudent, dire pas de curcuma le jour de la chimio. Il est vite éliminé, hein, vous êtes obligé de le prendre tous les jours. Donc c'est le jour de la chimio qu'il faut éviter de prendre le curcuma. Donc vous avez des revues comme celle-ci, dans Molecules 2019, qui parlent de, ça va, le curcuma avec les chimios, c'est possible. Hein, il n'y a pas de souci. Prudence avec l'irinotécan. Prudence plus relative encore avec la vincristine et autres. Mais vous avez des publications, vous en avez d'autres. Je vous les mets juste pour vous montrer que ça existe et qu'il y a des publications. Parce qu'on entend souvent les phrases, il n'y a aucune étude qui dit que... Hein, quand quelqu'un dit ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui ou connaît rien ou est un escroc, mais c'est pas autre chose. Le curcuma ici, des revues, on est dans Molécules, comme je disais, où on voit que l'intérêt avec la doxorubicine, il va favoriser le fait que le curcuma va rester, la chimio va rester dans la cellule et qu'elle va avoir son effet immédiat utile. Bon, l'action avec les cisplatines, avec des anti-inflammatoires comme le COX-2, synergique.
Bon, ça, on ne l'utilise plus beaucoup en cancéro, mais c'est des voies qui étaient possibles. L'apoptose, le cancer de prostate. Donc on voit que dans des cancers, c'est possible, mais avec les médicaments, c'est possible en général. Hein. Ici, vous avez des études qui montrent justement la combinaison Taxol-curcuma et l'intérêt sur les réversions, moins, dans des cancers, sur les mécanismes de résistance aux médicaments. Donc on a des études biologiques pour montrer que le curcuma est tout à fait compatible, au contraire synergique. Hein, il réduit les risques de résistance aux chimiothérapies, comme le Taxol en particulier. Hein, c'est vraiment presque certainement la plus intéressante, curcuma et Taxol, mais c'est vrai aussi pour les sels de platine et Gemzar. Alors si on vous parle souvent des problèmes des médicaments, des chimios, de thérapie ciblée, et de se prendre des médicaments qui agissent sur le foie, on sait que suivant le substrat qu'on utilise, c'est pas la même chose. Hein. Le chardon-marie, il agit plutôt sur le 1A2, le curcuma sur le C2, C9, sur celui-là aussi, sur le 3A4, il n'est pas mis, mais si il est marqué là, il revient. Le chardon-marie, il agit sur plusieurs, et c'est vrai qu'il a une action assez puissante, assez large. Et donc on voit que suivant les plantes qu'on utilise, on aura des actions, on peut peut-être choisir, peut-être plus le chardon-marie des fois, plus le... C'est sûr que ici par exemple, c'est le tamoxifène, l'hormonothérapie. Si vous le prenez mais que vous donnez un médicament qui le fait éliminer, qui le rend inutile, bon, on a l'impression de se protéger, mais on est d'accord, on le prend pour rien. Hein, il n'est pas toxique, je prends le tamoxifène, il supporte super bien, ben oui, mais en fait il n'agit pas puisque vous prenez des produits qui éliminent le tamoxifène. Là on n'est pas, on est d'accord, le tamoxifène on est oral, donc on n'est pas dans une perfusion comme tout à l'heure. On est dans un médicament qu'on prend tous les jours et on veut qu'il perdure dans le sang de façon régulière. Donc vous ne voulez pas l'éliminer rapidement. Hein, donc là, le cytochrome 2D6 est influé. Bon, le curcuma ne sera pas le meilleur des phytothérapies à utiliser avec le tamoxifène. Hein, En prise orale. En prise orale. De toute façon, c'est le tamoxifène, c'est qu'en prise orale. Hein, et là, ce n'est pas un problème d'entérocyte, hein, c'est un problème de... Quand vous avez une thérapie orale, il y a le passage intestinal, mais après, il y a le fait que vous voulez un taux de concentration constant, régulier. Alors qu'une chimio par perfusion, on veut un taux rapide et une descente rapide. Hein, c'est différent. Ici apparaît aussi le jus de pamplemousse. Hein, il est bien marqué. Et le millepertuis dont on parlait, qui est inducteur. Voilà. Donc dans les inducteurs qui vont réduire l'efficacité... oui, c'est ça, réduire l'efficacité. Il y a la réglisse aussi et le fumeterre. Un autre résumé, une autre façon de voir pour choisir ces plantes, hein, l'artichaut, il est surtout, c'est ça son intérêt, hein, c'est surtout qu'il est cholérétique, c'est-à-dire qu'il favorise la production de bile et la chasse biliaire. Le chardon-marie, il est assez complet et il est très puissant sur la phase 2. Curcuma, c'est surtout le côté anti-inflammatoire qui nous intéresse, avant tout. Après, il y a le côté, effectivement, cholagogue, cholérétique, mais c'est surtout l'effet anti-inflammatoire sur la phase 2. Desmodium, c'est un protecteur. Hein, c'est pas un détoxifiant au sens de j'épure le foie, je le nettoie. C'est un protecteur. Il agit sur un ADPH qui se trouve c'est dans les mitochondries aussi. Donc, il épure le stress oxydatif. Anti-allergique, hein, desmodium, c'est bien pour ça. Un fumeterre qui peut être associé parfois, qui est plus dans la phase d'élimination. C'est intéressant pour favoriser l'élimination. Millepertuis, on va donc plutôt tenter d'éviter de l'utiliser parce que on a dit qu'il augmentait le cytochrome 3 à 4. Bon, ça mérite d'être étudié, mais pour l'instant, prudence. Radis noir sur la phase 2. Donc on peut a priori plutôt associer des choses, hein, pas un seul, mettre plusieurs substances, vous voyez, pour être plus large et plus sûr d'être bon. Mais dans le principe d'une chimiothérapie, donc en perfusion, où on veut aider le foie, logiquement, c'est avant, pendant, après. La veille, le jour, le lendemain, et voire quelques jours. Si on est avec un médicament en continu qu'on veut aider de temps en temps, c'est plus par cure.
Et si on est en prévention, quelqu'un qui est en rémission, c'est plus par cure, a priori. On va nettoyer le foie et on va prendre par contre des protecteurs réguliers, comme le curcuma, comme un cocktail d'antioxydants, en prévention. Il fait chaud? Vous voulez peut-être ouvrir la fenêtre? La détoxication, enfin, c'est pas enseigné, enfin, vraiment pas mal enseigné, très peu enseigné. Hein. J'espère que ça va changer. Voilà, on peut ouvrir comme ça, parfait. Merci, merci. Donc à la fac de médecine, enfin la fac de pharmacie de Grenoble, et il y a de plus en plus de diplômes universitaires, on enseigne ce profil pour les hormones. Hein. Donc là, les hormones masculines qui vont être passées par le cytochrome 19, c'est l'aromatase qu'on trouve dans les graisses. Donc cette aromatase sera présente, très présente chez les hommes et les femmes qui sont en surpoids ou qui ont un polymorphisme génétique qui, même à poids parfait, ont peut-être une suractivité de l'aromatase. L'aromatase qui est augmentée par l'inflammation, par le stress, par le manque de zinc. Donc cette enzyme, ici, est modulée par plein de choses. Et on peut donc agir en prévention là-dessus. Les hormones masculines sont transformées en hormones féminines. Donc c'est les hommes comme chez les femmes. Plus les hommes sont, avec l'âge, une prise de poids, plus ils ont des seins qui apparaissent. On fabrique les hormones. Donc vous avez bien sûr les hormones pendant l'activité génitale, enfin pendant l'activité des ovaires, donc avant la ménopause. Mais il y a 20% en gros d'hormones qui viennent des graisses. 80% des ovaires. À la ménopause, il reste toujours 20% d'hormones, et d'autant plus s'il y a un surpoids, manque d'activité, inflammation, etc. Là, quand vous avez vos hormones, regardez, les voies 3 à 4, on la retrouve. Donc quand cette voie fonctionne mal, on génère une hormone qui devient extrêmement 5 à 100 fois plus active que la précédente, et qui est génotoxique. Donc les hormones, ce n'est pas les hormones qui sont dangereuses, ce sont les hormones oxydées, qui passent par cette voie-là, ou par la voie du 1B1 dont j'ai cité tout à l'heure, qui est très très stimulée dès qu'on fume, par la pollution automobile, par les fumées tout simplement, par tout ce qui est brûlé, barbecue. Hop, ici vous avez le cytochrome qui est activé, et vous générez des substances hautement instables. Ça c'est la voie des cancers triple négatifs. Hein. Et donc, si vous avez une voie de protection, c'est-à-dire que vous ne manquez pas de vitamine B12, B9 fonctionnelle, parce que vous ne buvez pas trop d'alcool, eh bien, hop, c'est bon, il y a une protection. Roue de secours. Si vous êtes carencé, c'est pour ça qu'il y a des études amusantes où on continue à faire des études pour dire est-ce que si on prend de l'alcool, c'est embêtant. C'est écrit ici, hein, c'est pas besoin de faire d'études. Si on boit de l'alcool, on va favoriser cette voie-là. C'est bon, mais pas besoin de faire d'études. Voilà, et ici la voie royale, c'est ici bien sûr ce chrome A1 qui est favorisé par le soja, par le brocoli, par les baies, par la graine de lin, etc. Et vous allez par ici, vos hormones passent par là, elles deviennent neutres, voire protectrices, anticancéreuses. Et même anti-vieillissement. Voilà, c'est la voie évidemment qu'il faut favoriser. Hein, et donc ça c'est la voie malheureusement qui est oubliée dans l'hormonothérapie, où on ne fait que la voie de je coupe les hormones, je fais comme pour le traitement du cholestérol, j'enlève le cholestérol, mais il y a le bon, il y a le mauvais. Mais on fait la punition collective, comme on a appris à l'école. Hein. Il y en a un qui a fait une bêtise, c'est toute la classe qui est punie. Ça, c'est un truc absolument affreux. Eh bien, là, le but serait vraiment d'aider à ce que ce soit elles et elles qui disparaissent. Parce que celles-ci, elles sont bonnes. Elles sont anticancéreuses. Donc on apprend ça. Vous avez ces beaux schémas où on voit, c'est marqué l'aromatase, le cytochrome 19, il est activé, il est suractivé, donc il favorisera plus d'hormones féminines en excès. S'il y a excès de poids, s'il y a l'alcool, s'il y a manque de zinc, s'il y a de l'hyperinsulinémie, pas le sucre, c'est l'insuline, mais c'est le sucre qui fait qu'il y a de l'insuline. Donc oui, trop de sucre, c'est pas bon. Et au contraire, vous allez calmer cette aromatase par le thé vert,
par la vitamine C, par les graines de lin, le soja. Voilà. Et s'il y a trop d'hormones qui arrivent ici, le foie il est submergé, comme au moment de l'adolescence, et on se retrouve avec des boutons de partout, de l'acné. Ben, quand le foie il a trop d'hormones, ben, il va forcément y avoir, ça va passer par là, mais ça passera malheureusement par les voies qui sont maléfiques, 3 à 4 et 1B1. Voilà. Donc là, on a vraiment, encore une fois, cette histoire des interactions, à voir à l'esprit que parfois, une substance qu'on appelle pas bonne, comme le pamplemousse, qui vient pourtant empêcher cette voie d'être active et empêcher de favoriser la fabrication d'hormones toxiques, il faut y penser à 2 fois avant de dire pas de pamplemousse à toutes les femmes, alors qu'elles ont peut-être une hormonothérapie qui n'est pas gênée par le pamplemousse et qui en plus génère une protection supplémentaire. Et je vous rappelle que le soja, et c'est parce que je l'ai mis, parce que ça fait partie des fake news comme pour les interactions, hein, c'est que 5 repas de soja par semaine, tous les sojas confondus, et c'était même pas du bio, mais enfin c'était quand même la Chine à un moment où ils n'étaient pas encore trop pollués, et bien c'est 29% de réduction de risque de décès, 32% de récidive en moins, si elles en mangent 5 fois par semaine, après avoir eu un cancer du sein. Et je l'ai mis pour les problèmes des interactions, parce qu'il n'y a aucun problème si les femmes étaient sous tamoxifène. Ça ne gêne pas, ça vient s'additionner. Le soja est un effet modulateur des œstrogènes, comme le tamoxifène. Il vient s'aider, s'additionner. Voilà, ça fait partie des interactions qu'il faut arrêter de penser que ça vient gêner. Toutes les plantes œstrogènes-like. Alors ça, merci, je pense que c'est un sujet intéressant à travailler. Moi, je pense qu'il y a aussi une exagération excessive sur ces plantes dites phytoœstrogènes. Parce qu'on voit que l'exemple du soja est faux, c'est un phytoœstrogène, d'accord, et alors c'est un modulateur de l'activité des œstrogènes. C'est pas parce qu'il est stimulant, mais il est tellement 500 fois moins stimulant que les œstrogènes, du coup il ralentit tout. Donc il n'est pas stimulant, il est modulateur de l'activité des œstrogènes comme le tamoxifène. Donc ma conclusion, effectivement, c'est on doit absolument contextualiser si on veut parler des interactions. Vous avez vu que c'est pas pareil de parler d'interaction en des substances qu'on prend par voie orale, qu'on prend en continu ou qu'on prend par perfusion un coup. Beaucoup moins de risque d'interaction si c'est par perfusion. Si vous voulez aller plus loin, travailler le sujet, il y a des sites qui ne sont pas parfaits, mais qui ont de l'info, de la science. Sidafsos, Edrine, Hermédro, vous pouvez prendre des photos. Il y en a d'autres, hein, vous pouvez taper et chercher. Donc il y a des choses. Voilà. Et je voulais remercier pour ce soir, là, nos soirées, on les fait aussi IZ Ressources, tous les laboratoires qui nous ont aidés. Donc encore une fois, merci à eux. Et puis c'est leur intérêt qu'on soit plus conscient de ces choses-là, parce que c'est aider aussi à ce que les traitements soient mieux pris, mieux tolérés. On aura ce fameux congrès, on essaie de faire annuel, avant que l'année prochaine on fasse une semaine de la santé intégrative. Mais donc vous avez le 16 novembre, perturbateur endocrinien, Valérie Magnin, que vous avez peut-être déjà vu, qui est oncologue, qui a eu un cancer du sein, qui est spécialisée en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Elle racontera ce qu'elle aurait aimé savoir quand elle avait un cancer du sein. Immunité, le rôle des mitochondries. Anne-Marie Roussel, elle adore ça. Et vous avez peut-être assisté à ces conférences. Elle est d'une clarté absolument remarquable. Les bilans biologiques qu'on peut faire pendant les traitements ou pas. Vincent Castronovo, vous connaissez, lui aussi, il est efficace. et Jacques Bassier traitera un sujet compliqué, parce que ce sera, est-ce qu'on peut faire un traitement de la ménopause alors qu'on a eu un cancer du sein, ou est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs aux femmes, même si elles sont à risque? Et la réponse est oui, mais on va voir comment et pourquoi. Et encore une fois, en quoi la science aujourd'hui a fait ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'une étude sur 20 a dit qu'il y avait un problème pour 3 femmes c'est parce que 4 femmes ont eu peut-être plus de cancer du sein à cause d'un THM mal pris, puisqu'il est par voie orale plutôt que d'être par voie transcutanée, que tout le monde est puni. Et que les femmes, on les a privées du traitement de la ménopause. Vous avez un médecin qui est très actif sur ce sujet, le docteur Mouli sur Internet. Il est assez actif et... Mouli, M-O-U-L-Y.
Il a fait un bouquin, il les passe partout, il gueule, il s'énerve d'ailleurs, mais et on en parle très peu. Donc ça concerne toutes les femmes. L'article scientifique qui est sorti il y a peu de temps, c'est édifiant parce qu'il s'appelle, il est sorti l'année dernière, It is time. Il est temps d'arrêter de dire des conneries. Parce que, juste pour comme ça, un résumé simple, c'est qu'on ne donne pas de THM, on va peut-être favoriser 4 cancers du sein, sauf qu'on sauve 100 femmes de problèmes cardiovasculaires, 10, 12 d'ostéoporose, etc. Donc pour le risque de cancer, tout le reste est balayé. Le risque cardiovasculaire, il est énorme, pourtant. Et si on fait bien les choses, c'est-à-dire qu'on passe par voie transcutanée pour éviter l'effet de passage hépatique. C'est ça l'intérêt de la voie transcutanée. Hein, vous évitez l'effet de passage hépatique, et si le foie n'a pas été travaillé, parce que c'est encore une fois l'histoire de on ne fait rien pour aider le foie. Hein, on donne les THM, mais on n'aide pas les femmes à avoir un foie qui fonctionne bien. Et si on passe par voie transcutanée, du coup, il y a l'effet bénéfique des hormones sans passer par le foie. Après, elles sont éliminées par le foie, mais elles ont eu le temps de faire ce qui était bon. Hein, il y a... Voilà, c'est quand même 4 ans, je vais transpirer. Je pense qu'il est utile. Vraiment, il fait peur parce qu'il fait 600 pages, mais en réalité, c'est 10 ans de conférences auprès des patients, donc c'est un langage qu'ils entendent et comprennent. Il faut juste des patients qui soient bien sûr impliqués, qui ont envie. Et après, tous les pharmaciens, ils doivent l'avoir au comptoir. Bon. Des questions, des commentaires ?